l'obscurité. Il reste encore beaucoup de temps là, non, parce que je sais pas que je m'emmerde un peu, mais là je commence à en avoir un petit peu plein le Luc là. Hein. Bonjour! Ce que vous vous apprêtez à regarder est un best-of d'un live Twitch. Certains passages sont volontairement modifiés pour contourner les problèmes liés aux droits d'auteur. Merci pour votre compréhension. Pour soutenir mes crises de nerfs, n'hésitez pas à lâcher un pouce d'iguanodon et commenter la vidéo. Et évidemment, n'hésitez pas non plus à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour ne rien rater. Installez-vous confortablement devant votre écran, je fournis le sel, bonne vidéo. Attachez vos ceintures. On est là, donc la vie sur notre planète, épisode 2, chapitre 2. La première vague, c'est assez rigolo parce que justement, ça se passe dans l'océan. Voilà, mériterait un Oscar du rire. Pendant des milliards d'années, la Terre était en grande partie inhabitable. Ils ont dit pendant des milliards d'années, la Terre était inhabitable. Si la vue est apparue, genre, je sais pas, moi, 800 millions d'années après la création de la Terre, je pense que c'est qu'elle était habitable, quoi. Mais bon. Bon, chapitre 2, oui, on a compris. La première frontière, mais c'est pas ça le titre. La première vague qu'ils ont traduit, eux. Auriez-vous par hasard projeté d'être cohérent dans votre supplémentaire? Hein? Eh oh! La photosynthèse libère aussi un gaz, l'ingrédient qui manquait pour que la vie animale puisse exister. On est d'accord que dans ce cas, ça veut dire que l'oxygène, c'est des proutes de phytoplancton. Si je résume, grosso modo, pour Jean-Kévin du 49, les images sont belles. Aujourd'hui, des millions d'années plus tard, il est encore possible d'avoir un aperçu de ce à quoi ce déferlement de vie a ressemblé. Dans certaines mers peu profondes, la vie n'a pas beaucoup évolué depuis cette époque primitive. C'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça? Je vais pas m'énerver maintenant. Mais on est qu'à 6 minutes 30, c'est super. Je viens d'entendre une immondice pour moi. Je viens d'entendre un truc. Waouh, mais quand même. Là, ça m'a calmé direct. J'étais enthousiaste, ça m'a calmé direct, hein, bizarrement. Oh, du concombre de mer! Désolé, mais dès que je vois un échinoderme, je me sens tout chose là. J'adore. Saviez-vous que certains concombres de mer sont capables d'extruder leurs intestins pour fuir les prédateurs? Extruder, ça veut dire évacuer. Ils sont capables de chier leurs propres entrailles pour pouvoir fuir. Ce sont les méduses. Les méduses, pour moi, j'ai noté 600 millions d'années. Alors vous allez me dire, on est à 70 millions d'années plus tard, mais quand même. Mais bon, encore une fois, je vais pas chipoter. 600 millions d'années, c'est la trace de la plus ancienne méduse qu'on ait jamais trouvée. Il est plus que probable que les méduses soient encore plus anciennes. Seulement, bah, comme c'est des corps mous, ça se fossilise très mal. Donc malheureusement, en retrouver, c'est compliqué. Malgré son armure, le trilobite doit rester hors de sa vue. Ah, il est beau. Si, franchement, il est beau. J'adore Anomalocaris. J'ai préparé une vidéo, un focus sur Anorith et Armaldo, donc forcément, j'ai travaillé un petit peu sur Anomalocaris en recherche et tout. Mais en l'occurrence, ouais, c'est l'histoire liée autour de ce fossile, elle est vraiment ultra passionnante. Je vous en dis pas plus. Ça manque un peu de vie quand même. On est sur un plateau rocheux où la lumière foisonne, il y a rien. Ça manque de vie. Ils sont où les autres là? Et pourquoi il n'y a pas beaucoup de trilobites alors que c'est censé être abondant à cette époque? L'explosion cambrienne, mais oui, tout à fait. L'armure rencontrera un succès tel qu'aujourd'hui, près de 80% des animaux, notamment les insectes, les araignées et les crabes, sont liés à cet ancien arthropode. Sont liés, mais c'est pas directement les descendants de cet arthropode. Hein. Encore une fois, prudence dans ce que vous dites dans un documentaire. Une nouvelle ère commence. Là, vous voyez, ce qu'on a vu tout à l'heure, le No Man's Land avant le trilobite Wonderland, là, eh ben, ça aurait dû ressembler à ça. On aurait dû déjà avoir pas mal de trucs. Le danger provient d'un prédateur, d'un genre nouveau. J'ai entendu le bruit... Non, attends, j'ai entendu l'orthocéras grogner ou c'est moi? Mais oui! Mais oui! Ancêtre des pieuvres et des calamars d'aujourd'hui. Venator, tu vas bien? Non, parce que entre l'orthocère qui fait glou 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 comme ça, là, et dire que c'est l'ancêtre des pieuvres et des calamars aujourd'hui, ah bah Pédian, il a dit que c'était pas mal, mais il a quand même envie de crever.
Non mais... Ils ont vraiment fait un bruit pour l'orthocéras? Mais quoi? Mais Nani, j'arrive pas à y croire. Ah, je sais pas si je l'aurais tenté celle-là dans un docu. Hein. Je suis Le impressionné. trilobite est minuscule en comparaison. Alors justement, si le trilobite est si petit que ça, et que l'orthocéras est si géant, pourquoi un orthocère chasserait de si petites proies? Parce que techniquement parlant, la quantité qu'il faudrait pour lui, pour pouvoir vivre sereinement, pour pouvoir être rassasié, la quantité de trilobites qu'il faudrait est astronomique. Quand les prédateurs grandissent, sa catégorie de proie s'adapte à sa taille. C'est comme le mégalodon, quand il est jeune, il va attaquer des proies qui vont être relativement petites à moyenne. Quand il va grandir, il va chasser des proies très grandes. C'est comme voir dans The Meg, le super documentaire d'Hollywood, voir un mégalodon manger du calmar, ce n'est pas suffisant. La proie a beau être grosse, ce n'est pas suffisant en termes d'apport calorifique. Il faudrait qu'il en mange une énorme quantité pour pouvoir vivre. Là, en l'occurrence, chasser un seul trilobite, ça n'a aucun sens. Si tu le vois chasser, au contraire, là où on a vu la réunion trilobite tupperware, là, ok, je serais d'accord pour dire, ok, il n'y a pas de souci. C'est les tentacules. Le trilobite vient de faire un son aussi, ou c'est moi, là? Non, mais attendez, j'ai pas rêvé. Oui, il a fait un petit bruit. Oui, effectivement. Un petit bruit de souris. Alors, notez-le, sortez un papier et un crayon. Les trilobites font des petits bruits de souris. Voilà. Voici l'Arandaspis, une sorte de poisson primitif. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Arrêtez de dire primitif. Les eaux tropicales peu profondes ayant disparu, les rares survivants sont ceux qui ont été en mesure de rejoindre les profondeurs. Là, j'ai plus de phrases dans la jingle palette qui pourraient être efficaces face à ça. Je sais pas quoi dire. Mais non, toutes les espèces n'ont pas disparu au niveau de la surface des océans. T'as pas 15% de la vie sous les plateaux continentaux. Enfin, c'est pas imaginable. Forcément, c'est non. Non, c'est pas parce que c'est profond que ça a survécu. C'est pas pour ça, c'est une question d'adaptation. Peut-être que les espèces qui ont survécu, comme elles étaient plus au nord, donc dans des températures plus tempérées, elles pouvaient peut-être vivre dans des saisons à la fois chaudes et froides, et du coup, elles ont survécu préférentiellement pendant cette période. À 600 mètres de profondeur, la température varie rarement, ce qui fait des abysses un havre de stabilité. Oh putain, oh, je sens que Steel il va rager aussi. Les abysses, ce n'est pas 600 mètres de profondeur. Les abysses, c'est entre... Alors, mes souvenirs, c'est 4000 à 6000 mètres de profondeur. Dans Il l'obscurité. reste encore beaucoup de temps là, non, parce que je sais pas que je m'emmerde un peu, mais là je commence à en avoir un petit peu plein le Luc là. Hein. Attendre le bon moment. Bah là, voilà, on attend un peu beaucoup, on se fait un peu chier. Vous pouvez avancer s'il vous plaît dans le scénario? Long de 9 mètres, ce poisson est redoutable. Alors oui, il y en a beaucoup qui râlent là-dessus. Il faut savoir que le docu a été fait certainement avant la publication, la dernière publication qui a révisé la taille de Dunkleosteus. Voilà. Un documentaire, ça se fait pas du jour au lendemain. Et ils peuvent pas faire les modifications quand il y a un article qui sort en cours de montage et compagnie, quoi. Un groupe d'ammonites. Je pense que c'est maladroit d'avoir dit peut-être ammonites, parce qu'en l'occurrence, c'est les ammonites, mais au sens large et pas au sens au sens strict. Parce que dans les ammonoïdes, donc c'est le grand groupe des ammonites, il y a d'abord les goniatites, donc dévoniens jusqu'au Permien. On a ensuite les cératites au Trias, et enfin Jurassique-Crétacé, on a les ammonites véritables. Donc c'est un peu risqué de dire ammonite à ce moment-là. Le Dunkleosteus est assez rapide pour les rattraper. Est-ce que ça mangeait des ammonites? Pourquoi pas? Là, je demande quand même une source scientifique, hein, parce que, voilà, j'aimerais bien. J'aimerais bien avoir des sources. Quand vous voyez la coquille de l'ammonite, là, vous voyez? Tout ça, là. Tout ça, c'est que de l'eau et du gaz. L'ammonite, elle est juste ici. Il n'y a que ça de rempli, avec de la chair, avec du comestible, si vous préférez. Donc, un Dunkleosteus, manger les ammonites, j'ai des sérieux doutes. Parce que s'il avale une coquille entière, bah, il va pas manger grand chose dessus en fait, donc bon. Allez, boum, t'es morte. Ah, par en dessous. Ah ouais, la même technique de chasse que les requins. Why not? Est-ce que ça se finit bientôt? Ok.
À cause du plancton. Mais à présent, il va se rendre responsable de la disparition d'une multitude d'espèces. Une hausse soudaine des nutriments contenus dans l'océan entraîne un pic de croissance du plancton. Très étendue dans les eaux peu profondes et ensoleillées, cette matière épaisse commence à pourrir, faisant chuter la teneur en oxygène des océans. Sans cet ingrédient essentiel à la vie, les animaux commencent à suffoquer. Seule une poignée de chanceux, notamment les premiers requins, parviennent à survivre. Qui ont besoin d'oxygène tout autant que les autres. Mais ça, ils en parlent pas. Un désert volcanique. Alors attends. Temps mort. Le paysage, j'imagine que c'est une prise de vue réelle, mais du coup, elle n'est pas caractéristique de ce qu'on devrait voir à cette époque-là. C'est quoi tous ces arbres-là? 307 millions d'années les conifères. Et les angiospermes, c'est bien après, c'est pendant le Jurassique. Premières plantes à fleurs, Jurassique. Donc qu'est-ce que c'est que tous ces arbres-là? Ça n'a rien à foutre là. L'herbe, les poils, là, tout ça, là. Qu'est-ce que ça fout là? Alors c'est ça le problème que j'ai, là, avec cet épisode. C'est le yo-yo constant entre le passé et le présent. C'est bien beau de nous l'illustrer, mais là, il aurait fallu l'illustrer avec ce qu'il y avait à l'époque. Faire des plantes, c'est long et pénible à rendre. Oh, tu fais copier-coller, ça va, c'est bon, c'est facile. Hein. Y a pas que les plantes à ce moment-là non plus. Hein. 360 millions d'années, on a vu la sortie des eaux, donc des champignons bien avant, évidemment. Des plantes, donc les plantes terrestres, ici. On a eu les premiers arthropodes. On a eu l'apparition du bois en tant que structure végétale, donc le xylème. Et là, 365 millions d'années, ça fait 5 millions d'années que les tétrapodes sont là. Eh ben, je suis pas mécontent que ce soit fini.